Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne Démocris. L'intellectuel africain est-il inutile? L'intellectuel africain est-il un traître ou un vendu? Beaucoup de voix de plus en plus se lèvent sur le continent, accusant justement les intellectuels africains de ne pas contribuer justement au développement et de ne réellement pas servir la cause africaine. Premier point, qu'est-ce que l'intellectuel? L'intellectuel aujourd'hui, dans la conscience et dans la conception des gens qui accusent l'intellectuel aujourd'hui, c'est que l'intellectuel, c'est un soutien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un intellectuel africain doit être nécessairement panafricain à fond, doit être anti-impérialiste et doit soutenir un régime que les gens, je sais pas sous quel baromètre, estiment être justement un critère de légitimité ou de progrès ou de révolution. Ce qui n'est pas l'intellectuel, justement. L'intellectuel, c'est cette voix critique indépendante. Peu importe la position de l'intellectuel, il est indépendant. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'une personne qui est avec le régime en place et qui n'est pas capable d'avoir une voix critique indépendante vis-à-vis de la gestion de ce régime n'est pas un intellectuel, c'est un suiveur. L'intellectuel prend de la distance par rapport aux faits, analyse avec assez de précision les choses et informe les politiques publiques, informe la communauté, la société. À partir de ce point, le point de repère de l'intellectuel, c'est la société, c'est le peuple. Il pense par rapport au peuple, il pense par rapport justement à des intérêts qui ne sont pas les intérêts d'une classe, qui ne sont pas les intérêts d'un pouvoir en place. Peu importe celui qui dirige le pays, le devoir de l'intellectuel, c'est d'avoir un regard profond, analytique, critique sur la société et de donner son point de vue. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire aujourd'hui que lorsque on n'est pas d'un régime, si le régime fait justement des actions, des activités qui sont très intéressantes, qui ont des impacts significatifs sur la gestion du peuple, l'intellectuel doit avoir des références intellectuelles, des points de référence qui lui permettent d'analyser de manière critique et de dire exactement oui, nous avons fait des avancées sur ce point, nous avons fait des réformes structurelles qui ont apporté des changements. Mais en même temps, l'intellectuel va également, sur la base de ces mêmes référents objectifs, analyser la situation et dire, nous avons emprunté un chemin qui n'est pas le bon chemin, qui ne nous amènera nulle part. Donc, à partir de ce moment, nous avons l'obligation de faire demi-tour, d'avoir une autocritique. Ce qui fait que le problème aujourd'hui de l'Afrique, ce n'est pas les intellectuels qui nous voient discordants et critiques. Le problème de l'Afrique, ce sont les autoproclamés intellectuels qui n'ont jamais été capables de dire la vérité aux dirigeants, de dire la vérité au peuple, d'avoir un regard direct vis-à-vis de la gestion de leur société et une voix critique et discordante. Le faux débat sur l'intellectuel africain aujourd'hui, c'est un débat justement qui est entretenu par les dictateurs. Pourquoi? Parce que historiquement, justement, quand vous avez regardé, lorsque depuis les années 60, les formes de résistance au parti unique, aux dictateurs en place, venaient justement des universités. Ce qui, en partie, d'après une des études très intéressantes, ont en partie fragilisé justement nos systèmes éducatifs, parce que justement les dirigeants à l'époque voyaient d'un mauvais œil le système éducatif qui était le terreau des professeurs, du communisme. Donc, nos universités ont souffert de ce que des dirigeants autocratiques avec des partis uniques avaient peur de soutenir ou de financer ou de participer au développement justement des universités où il y avait justement la résistance et l'esprit critique. Aujourd'hui, un autre point important qu'il faut soulever, c'est la question de l'école et le faux débat sur l'école qui est l'école de blanc, l'école de ceci. Déjà, il faut intégrer un élément très important. Peu importe les discours qu'on raconte sur l'école, j'ai pas encore vu un régime africain aujourd'hui qui recrute des gens qui n'ont pas fait l'école. Donc, avant de parler de l'inutilité de l'école, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, de faire fonctionner notre administration sans un minimum d'éducation dans le système d'école que nous avons. Non. Ce qui veut dire que peu importe ce qu'on raconte de l'école, vous avez nécessairement besoin d'un entraînement, d'une formation justement qui répond aux normes internationales parce que nous sommes connectés au reste du monde. Que vous preniez vos cours en anglais, que vous preniez vos cours en français, que vous preniez vos cours en maoré, le contenu de votre éducation devrait être standardisé et ça vous permettra justement de pouvoir interagir avec le reste du monde parce que nous ne vivons plus en vase clos. J'ai été en Corée du Sud, les Coréens étudient en coréen, mais je vous dis qu'ils étudient des choses, des mathématiques, des physiques, la science justement, et ils ont été formés par les Américains, ce sont des livres écrits en anglais, et donc c'est des connaissances qui sont universelles. Donc il faut qu'on arrête justement de s'infantiliser, arrêter de penser qu'il y aura d'un côté une école occidentale, d'un autre côté une école chinoise, d'un autre côté une école burkinabé. Non, il n'existera pas. Il n'y a que la connaissance, les méthodes dont on a besoin pour faire fonctionner justement le monde. Beaucoup aujourd'hui de pseudo-panafricains disent que non, non, nous n'avons pas besoin de l'école parce que c'est l'école des Blancs. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la connaissance qui était tapie dans les temples égyptiens de nos ancêtres ont été justement utilisées par les Grecs,
qui ont permis de développer la civilisation occidentale dont vous parlez, n'est-ce pas? Donc, en lisant, en se référant au texte de Cheikh Anta Diop et des autres. Mais ils auraient pu rester enfermés dans leur vase clos pour dire que nous avons la frustration d'une civilisation supérieure. Donc, il faut qu'on arrête justement ces réactions qui sont très infantiles, qui montrent à quel niveau, lorsqu'on l'écoute de loin, à quel niveau nous sommes dans des phases justement très primitives de la pensée. Il faut qu'on soit responsable, qu'on assume justement la responsabilité, notre devoir responsable vis-à-vis du reste du monde. Assumons le besoin des rigueurs scientifiques. Allons-y à la conquête du monde, prenons le savoir dont on a besoin et revenons développer nos pays. Si vous estimez que vous avez besoin de parler à Moré, Foufoundé ou le Bambara ou le Djoula pour vous sentir chez vous, tant mieux. Mais rassurez-vous, peu importe la langue que vous allez utiliser, le contenu devra être scientifique et la science n'a pas de frontières, n'a pas d'ethnie, n'a pas de culture, n'a pas de couleur. La science, c'est la science. Et Cheikh Anta Diop l'a montré. Si vous êtes véritablement des panafricains, vous comprendrez que la science n'a pas de couleur. Maintenant, la langue est un véhicule. J'ai fait un travail là-dessus. Mon master, j'ai publié un document sur l'utilisation des langues locales pour la participation des femmes et des personnes rurales au Burkina Faso. Vous pouvez trouver ça sur Internet, où j'ai travaillé sur la question. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, la langue est un véhicule, c'est un moyen justement de faciliter l'apprentissage, de créer un univers culturel dans lequel l'individu qui apprend se développe, définit justement des priorités qui sont localisées dans son écosystème, dans son environnement. Mais ça, c'est la langue qui vous crée l'univers psychologique, super structurel, philosophie, tout ce que vous voulez pour vous permettre justement d'être en rapport avec vos ancêtres, avec l'idéal de votre société. Mais c'est aussi simple que ça. Mais les connaissances techniques et pragmatiques sont sans couleur, sans langue, n'ont pas de culture et d'identité. Et donc, je voulais justement attirer l'attention des gens sur ce point. Donc, c'est pour vous dire en fait qu'en réalité, il faut sortir de ces faux débats, il faut se concentrer. Il y a une génération d'Africains aujourd'hui qui doit s'armer de science jusqu'aux dents, comme l'a dit Cheikh Anta Diop. Elle doit aller là où la connaissance se trouve pour aller la chercher. Elle doit pouvoir revenir, l'adapter dans son pays et de pouvoir justement faire des transformations. Aujourd'hui, beaucoup de gens d'intellectuels fuient nos pays lorsque nous avons des révolutions. Beaucoup de nos chercheurs brillants aujourd'hui vivent exilés. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi nos régimes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, sous prétexte de vouloir faire une révolution ou quoi que ce soit, empêchent l'intellectuel et l'élite de pouvoir participer au développement. Parce qu'elle ne sait pas le rôle de l'intellectuel. L'intellectuel, en fin de compte, ce n'est pas un suiveur, ce n'est pas un béni oui-oui. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui a un esprit critique. C'est quelqu'un qui doit pouvoir dire ce qu'il pense au régime. Et si vous, qui êtes autour d'un dictateur, et que vous n'avez pas la possibilité de vous comporter en véritable intellectuel, c'est-à-dire d'avoir une voix critique pour guider, il arrivera des moments où le dictateur ira trop loin dans ses décisions que vous ne pourrez plus accepter. Et à partir de ce moment, votre réflexe d'intellectuel va réjaillir. Vous aurez envie de lui dire, il faut aller tout doucement. Et c'est en ce moment justement qu'on dit que la révolution mange ses petits parce que il n'a pas été habitué à avoir des voix discordantes, critiques, indépendantes au sein de lui. Et justement, il va vous manger. L'un des problèmes justement de nos régimes, c'est que nous n'avons jamais eu de véritable intellectuel indépendant de voix critiques et discordantes pour dire la vérité à nos dirigeants. Mais on a vu des gens qui savent lire et écrire, qui sont juste des bénis oui, des applaudisseurs. Donc, lorsque dans un pays, ceux qui parlent au nom du gouvernement pensent qu'il faut des voix pour applaudir un régime ne sont pas des intellectuels. Lorsque vous avez des gens qui, malgré les bac plus 10, bac plus 20, ne sont pas capables de dire la vérité sur la gestion d'un pays, la direction à suivre, les instruments de développement de manière critique, indépendante de la volonté politique du dirigeant, vous n'êtes pas un intellectuel. Mais le jour où nous allons avoir des dirigeants qui vont accepter qu'il y ait des gens qui puissent leur dire exactement quelle est la direction à prendre sur la base de sciences, où des intellectuels pourront discuter de manière contradictoire, indépendante, sur les modèles économiques de développement, sur les modèles sociaux, sur la gestion politique, la redistribution des libertés, lorsqu'on permettra à une élite intellectuelle de pouvoir parler de la gestion de leur pays sans peur, et de manière relaxe, à partir de ce moment, nous aurons de véritables intellectuels sur nos continents. Mais pour revenir et pour conclure, un intellectuel, ce n'est pas celui qui applaudit un régime. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui a produit, qui est idéologue. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui regarde les faits, a des méthodes pour accéder à la connaissance et informe son peuple des directions à prendre, des risques à prendre en prenant telle direction, quitte à laisser le choix au peuple de manière informée, à de parler, de faire des choix respectables. Merci.